On est parti. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. Aujourd'hui, on va vous parler de la Bolivie. Webinaire Together, pour rappel, Together, c'est un média et un réseau d'agences réceptives indépendantes et fiers de l'être. Je vais laisser la parole à Clément et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas si vous avez des questions vous pouvez les écrire directement dans le chat et après, je me chargerai de les lire pour Clément par la suite. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, je vais un peu contredire Damien, ce n'est pas un webinaire sur la Bolivie, c'est un webinaire sur le voyage extraordinaire qu'on a monté cette année. Donc, on va parler un peu de la Bolivie, une présentation rapide au départ, mais ensuite, le but, c'est vraiment de vous présenter ce voyage qui est extraordinaire. Extraordinaire. Je vous donne juste quelques petits éléments avant d'aller plus à l'avant. C'est que ce voyage, il fait 25 jours. Il ne va pas dans les endroits classiques du pays. Et puis voilà, il est complètement orienté sur l'expérience. Donc on vous en donnera, on vous en dira plus ensuite. Moi, mon nom, c'est Clément. Je suis gérant de l'agence Terra Bolivia depuis 1 an et demi. Terra Bolivia, donc c'est une agence francophone basée à La Paz qui travaille depuis plus de 20 ans, qui a été le grand spécialiste des treks et des excursions 4x4 pendant très longtemps, et puis qui s'est tourné progressivement vers des voyages davantage orientés sur l'expérience, voilà, des voyages porteurs de sens, etc. Aujourd'hui, eh bien, dans l'équipe, pour m'accompagner d'abord Alice qui va se présenter. Bonjour, donc moi c'est Alice. J'habite en Bolivie et à La Paz depuis maintenant 6 ans. Ça fait plusieurs années que je travaille dans le tourisme et avec Terra depuis le mois de mai comme commerciale. Et à part le boulot, je suis passionnée d'escalade et le pays s'y prête vraiment bien, donc c'est chouette. Alice est la représentante de la Bolivie aux championnats internationaux d'escalade. Ensuite, on a sur la photo, là, vous voyez Grover, qui est un pilier de l'équipe puisqu'il est logisticien. Et également dans l'équipe, il y a des personnes que vous connaissez peut-être, Alice Prévost, Lucie Gonnet, qui était gérante auparavant, ou encore Linda Fischer. Alors, excusez-nous pour les petits problèmes de son. Il y a des manifestations de mineurs dans la rue. Et ici en Bolivie, quand les mineurs manifestent, eh bien, c'est avec des bâtons de dynamite. Donc, ça fait un petit peu de bruit. Alors, la Bolivie en quelques mots. Donc, on peut souvent associer ou comparer la Bolivie à son voisin, le Pérou. Mais la Bolivie, c'est beaucoup plus que la partie andine. C'est un territoire qui est vraiment immense, l'équivalent de 2 fois la superficie de la France métropolitaine et qui s'étend du bassin amazonien jusqu'à la Cordillère Royale avec des sommets à plus de 6400 mètres d'altitude. Donc, c'est un pays qu'on peut qualifier d'extrême dans ce sens, des extrêmes géographiques très impressionnants, couplé au fait qu'il y a quand même relativement peu d'habitants au niveau du pays. On a vraiment des immensités incroyables, des panoramas, des paysages contrastés et une richesse au niveau de la biodiversité qui est tout simplement incroyable. La Bolivie, c'est également un territoire qui est assez peu touristique en comparaison avec ses voisins et où on a toujours les traditions qui sont assez ancrées dans le quotidien des habitants. Donc, on retrouve finalement une grande authenticité quand on voyage en Bolivie. Et quand on voyage en Bolivie, d'ailleurs, on part vraiment à l'aventure, que ce soit devoir ouvrir son chemin avec une machette si on est sur un sentier des Yungas, ou bien le fait de ne pas savoir si on va trouver un bus de retour pour La Paz parce que justement il y a des bloqueos. C'est un pays où vraiment il faut s'adapter à l'imprévu et, euh, et où tout est possible mais rien n'est sûr. Todo posible, nada seguro. Alors, on espère qu'on va pouvoir finir ce webinaire quand même, malgré les
la dynamite qui tape dans la rue. On va quand même faire une petite présentation vraiment rapide, très rapide du pays, des principaux, enfin des informations qui vous intéressent, les agents de voyage. Pour ceux qui ne connaissent pas bien la Bolivie. Donc très rapidement, donc comme l'a dit Alice, la superficie c'est à peu près 2 fois la France pour un peu plus de 10 millions d'habitants, dont la majorité sont concentrés dans 3 villes. Donc vraiment, enfin, le territoire est immense et assez peu peuplé. La capitale du pays, en vrai, c'est Sucre, même si tout le monde pense que c'est La Paz, mais on va pas trop revenir là-dessus. Les langues officielles du pays, elles sont au nombre de 36. Donc ça donne une idée quand même de la diversité culturelle et de la vivacité, disons, des cultures indigènes en Bolivie. Donc l'espagnol est parlé par à peu près l'ensemble de la population. Vraiment, il faut aller dans des endroits extrêmement reculés pour trouver des gens qui ne parlent pas espagnol. L'aymara et le quechua sont les langues de l'altiplano et des vallées, donc des langues qui sont extrêmement vivantes, hein, très, très utilisées, même dans les villes comme La Paz ou El Alto. Le guarani est parlé par un certain nombre de communautés de l'est du pays. Euh, et pratiquement toutes les autres langues sont des langues de différents peuples d'Amazonie. Le président, alors on va pas trop parler du président Luis Arce, mais simplement dire que il appartient au parti du MAS, qui est celui de Evo Morales, qui était au pouvoir pendant 15 ans, et que on profite d'une stabilité politique depuis quelques années qui est bienvenue et qui fait un peu l'envie de nos voisins. La Bolivie, qui avait une image un peu de pays instable, fait aujourd'hui figure presque je ne vais pas dire de modèle de stabilité, mais enfin, voilà. Et on profite d'une grande stabilité. Également au niveau de la monnaie, puisque le boliviano a une valeur qui est pratiquement fixe par rapport au dollar. Les périodes idéales pour voyager, on a mis d'avril à octobre, mais en réalité, on peut voyager toute l'année en Bolivie, sauf en Amazonie, où vraiment les pluies sont concentrées sur les mois de janvier et février. Et là, c'est vraiment compliqué de voyager. Dans le reste du pays, on peut voyager, même s'il y a des pluies. Et par exemple, il y a un certain nombre enfin, il y a beaucoup de voyageurs qui viennent spécifiquement en janvier-février pour voir le salar inondé, par exemple. Les aéroports internationaux sont ceux de La Paz et de Santa Cruz. Il y a des vols quotidiens de Santa Cruz, enfin des liaisons quotidiennes entre Santa Cruz et Madrid, de La Paz via Lima ou Bogota. Il y a également d'autres connexions comme Miami ou encore Panama. Et la durée de voyage idéale, bah nous, on dit comme minimum 15 jours, bah parce qu'on est une destination lointaine, parce que l'altitude demande quelques jours d'adaptation, et puis parce que la Bolivie est d'une richesse telle que faire un voyage plus court, eh bien, on le déconseille maintenant. Et surtout dans l'optique du voyage extraordinaire dont on va bientôt vous parler. Alors ici, on peut voir quelques photos des incontournables qu'on retrouve dans la plupart des circuits vraiment classiques quand on va en Bolivie. Donc si vous connaissez un peu la Bolivie, vous reconnaîtrez dans le top 3 le désert d'Uyuni, donc la photo en haut à gauche, et la région du Sulipes, région désertique, volcanique, avec beaucoup de lagunes très colorées, comme la Laguna Colorada notamment, qu'on voit sur la photo. Ensuite, on a le lac Titicaca et l'île du Soleil. Puis La Paz, qui est une ville intermédiaire pour rejoindre le lac ou alors le Salar, mais qui est aussi très intéressante d'un point de vue culturel, géographique. C'est une ville vraiment très, très, très intéressante. Et dans les autres incontournables, on retrouve également les villes coloniales de Potosí et de Sucre. Potosí, pour avoir forgé une bonne partie de la puissance européenne au XVIIIe et XIXe siècle pour l'extraction d'argent notamment. Et Sucre, capitale, est également
forte d'un héritage colonial important. Ok, alors maintenant, on va passer vraiment à notre voyage extraordinaire. On vous a expliqué rapidement quelques caractéristiques de la Bolivie et ses incontournables. Donc, les gens viennent, bon, le tourisme, disons, vraiment organisé existe depuis, je dirais, un peu plus de 20 ans en Bolivie. Euh, il se développe de plus en plus et toujours sur ces sites-là qui sont fascinants, enfin, qui méritent le voyage, évidemment, et que nous, en tant qu'agence de voyage, on organise de la meilleure façon possible. Mais voilà, là, on a décidé de partir sur autre chose, sur un voyage qui ne ressemble pas aux autres, sur un voyage où on va faire en fait de la vraie découverte en sortant justement des régions touristiques traditionnelles. On sort aussi en fait des cadres habituels, puisque comme je vous disais, ce voyage il fait 25 jours. Alors le disons, l'idée, c'est pas forcément que les gens le fassent tel quel. J'espère bien qu'on arrivera à le faire quand même, mais c'est aussi là l'occasion en fait de vous présenter les différentes parties de ce voyage qui peuvent être insérées, disons, dans d'autres types de circuits et puis en changer un petit peu comme ça la caractéristique, quoi. Donc voilà, moi, ça fait plus de 15 ans que j'organise des voyages en Bolivie. Et là, en fait, avec le reste de l'équipe, on s'est dit, qu'est-ce que nous, qui vivons en Bolivie depuis longtemps, on, on rêverait de faire. Et on est parti un petit peu de cette idée-là pour monter un programme différent. On a fait des voyages tout au long de l'année pour le monter. Alors ici, une carte de la Bolivie, une carte assez schématique, mais on voit notamment les différentes régions écologiques. Donc c'est vraiment un circuit qui essaye de sillonner le pays pour montrer et explorer et vraiment s'immerger dans les différentes régions. Donc on commence vers Santa Cruz et Puerto Villarroel. Là, on est au bord du bassin amazonien. Donc un climat vraiment tropical, une végétation luxuriante, une biodiversité vraiment très abondante. Ensuite, on va se diriger vers Cochabamba, une vallée interandine. Donc là, on prend un peu d'altitude. À Cochabamba, on est vers 2500 mètres. Il fait encore chaud, mais déjà, on a beaucoup plus de relief au niveau de la géographie. Ensuite, on monte encore en altitude. Là, on va carrément sur l'altiplano à à presque, voire plus pour certains endroits, de 4000 mètres d'altitude. Donc là, c'est très aride, désertique, des régions immenses. Ensuite, on change encore d'ambiance. Tout en restant sur l'altiplano, on va vers La Paz et le lac Titicaca, mais cette fois, on est vraiment aussi au pied de la cordillère royale. Donc des autres panoramas. Puis on se dirige encore un peu plus vers le nord. Cette fois, on change de cordillère. On passe avec la cordillère de l'Apolobamba et le pays des Kayawaya avant de redescendre un peu plus dans les vallées de Sorata pour retourner ensuite à La Paz. Voilà, maintenant on va voir un petit peu les principaux modules, on les appelait comme ça, les principales expériences de ce voyage. Donc on imagine que le voyage commence à Santa Cruz, comme je vous disais, il y a des liaisons internationales vers Madrid. Et on se dirige directement dans la région du Chiaparé, qui est essentiellement connue pour être la région de culture de la feuille de coca en Bolivie, mais qui est dans le bassin amazonien. Et donc, comme on peut voir là sur les images, c'est le Rio Ichilo, donc c'est un fleuve qui est un lointain affluent de l'Amazone, et on est dans le monde amazonien avec une faune et une flore voilà, qui se caractérisent par des singes, des toucans, des perroquets, etc. Il y a notamment des dauphins roses aussi dans ces fleuves.
Ce qu'on fait, enfin l'idée d'aller sur ce bateau, en fait, c'est de vivre un petit peu comme le font les pêcheurs. C'est pas un bateau qui a été construit pour le tourisme. C'est un bateau qui sert aux pêcheurs qui partent parfois une semaine ou 2 semaines pêcher sur ces fleuves-là. Il y a 3 cabines qui sont, voilà, qui ont le confort nécessaire, mais pas plus. Et en fait, on a la liberté en fait de se balader un peu sur le fleuve. Il y a des petites embarcations qui permettent de se promener. On va pêcher, on va se promener sur des petits sentiers qui sont bah voilà, sur les rives. On va guetter les animaux aussi, mais on va surtout se prendre le temps en fait de profiter d'une expérience un peu immersive quoi, en Amazonie sur un bateau pendant 3 jours. Et c'est voilà, c'est la première des expériences qu'on va vivre dans ce voyage pendant 3 jours. Donc du Chaparré, ensuite, on fait route vers Cochabamba. Donc comme on l'a vu avant, c'est une ville dans les vallées donc interandines. Une ville très agréable pour son climat et une ville où il fait bon vivre aussi. On va à Cochabamba pour y manger. C'est vraiment un pôle gastronomique très important en Bolivie. Et également la région où on fabrique encore de manière artisanale une boisson ancestrale qui était déjà consommée avant les Incas. Il s'agit de la chicha, donc une fermentation à base de maïs, un peu la bière locale, on va dire. Et donc là, on va aller visiter une chichera où donc la dame prépare encore la chicha de manière traditionnelle dans des récipients en argile qui sont enterrés pour être fermentés pendant plusieurs semaines. Alors ensuite, on part vraiment sur l'altiplano de Cochabamba, on rejoint Uyuni et on va retrouver le Salar d'Uyuni, c'est la région suivante qui est visitée. Donc il y a quand même des incontournables dans ce circuit, sauf que le Salar d'Uyuni, en général, il est visité en une demi-journée. Là, on va passer 5 jours dans cette région. La première journée, en fait, on va rejoindre une communauté de producteurs de quinoa et d'éleveurs de lamas qui se trouve au sud du Salar. Et vous voyez sur la photo, c'est Justino, donc c'est un ami de longue date qui élève ces lamas. Et voilà, donc dans la première journée, on va s'installer dans la communauté dans une famille qui nous accueille. Donc, on découvre le mode de vie local, donc d'une communauté qui vit des lamas et de la quinoa. On va faire un tour au champ. On visite également un site archéologique qui est très intéressant, qui se trouve tout proche. Et on passe la nuit chez l'habitant. Le lendemain, en fait, pendant une journée et demie, en gros, on va marcher avec les lamas jusqu'au Salar et en fait recréer une caravane de lamas. Les caravanes de lamas, c'était le mode de transport principal de l'altiplano jusqu'à il n'y a pas si longtemps, puisque Faustino, dans son enfance, lui, il est allé plusieurs fois jusqu'au Chili avec des caravanes de lamas pour échanger du sel ou de la quinoa contre d'autres denrées qui ramenaient de la côte chilienne. Donc, c'est une histoire qui a été interrompue un peu brusquement, mais dont on a encore un souvenir très vivant. Et donc, marcher avec les lamas sur l'altiplano, eh bien, c'est revivre un peu ces expériences qui, bon, pendant des siècles, ont marqué la vie de l'altiplano. On campe la première nuit. Et la seconde, on arrive dans une petite communauté qui est au bord du Salar. Donc, arriver au Salar avec une caravane de lamas, eh bien, bon, c'est une expérience assez extraordinaire, encore une fois. Après cette marche d'un jour et demi, donc on se repose
dans un hôtel en bord du Salar. Et on reprend l'épopée le lendemain avec une traversée du Salar à vélo. Donc le Salar, l'avantage c'est que c'est très très plat et donc c'est assez facile à rouler quoi. Pendant quelques heures, on arrive sur une île déserte évidemment, où on va monter notre campement et passer la nuit voilà, en plein milieu du Salar sous le ciel étoilé, etc. Le dernier jour est consacré à l'ascension du volcan Tonopah qu'on voit sur la photo, là, qui est, alors c'est pas une ascension technique ni sportive. L'idée, c'est plutôt de profiter du point de vue sur le Salar et de découvrir ce volcan qui a une importance très grande au niveau religieux, culturel, etc. Donc on finit cette découverte du Salar par l'ascension du volcan avant de partir vers la passe. Voilà, et donc du coup, de la passe, on va aller explorer alors l'un des incontournables, le lac Titicaca, mais d'une manière vraiment différente et on peut le dire, hors des sentiers battus. Peut-être aussi l'un des modules du circuit les plus sportifs, puisqu'on va alterner entre différents modes de transport. On va faire du vélo au bord du lac Titicaca, passer de communauté en communauté, que ce soit pour y déjeuner avec une famille ou bien y dormir. On va bien sûr visiter quelques sites archéologiques, très importants aussi au niveau du lac. Et ensuite, on va se rendre sur l'île du Soleil, non pas en bateau à moteur comme on le fait tout le temps, mais cette fois en kayak. Donc en quelques heures, on atteint l'île du Soleil. Et puis le lendemain, peut-être l'un des points forts, ou on peut dire peut-être la cerise sur le gâteau, l'une des manières les plus incroyables d'explorer le lac, on va plonger dans le lac pour aller y découvrir ses trésors et notamment les grenouilles géantes qu'on peut voir directement au bord de cette fois l'île de la Lune. Donc juste avec un masque et un tuba, on va pouvoir aller à la rencontre de ces animaux incroyables. Et ensuite, on va de nouveau traverser le lac, alors cette fois non pas en kayak, mais en catamaran. Voilà, et on voit Grover là sur la photo, donc notre collègue qui s'est mouillé, c'est le cas de le dire, pour aller chercher les grenouilles. Et c'était voilà, c'était une expérience vraiment intéressante et qui participe du projet de conservation des grenouilles du lac. Après la traversée en catamaran, on passe une nuit de nouveau dans une petite communauté au nord du lac avant de partir dans la région des Kayawayas. Donc, les Kayawayas sont connus dans le monde andin comme le peuple guérisseur des Andes. À l'époque des Incas, déjà, c'était eux qui soignaient les souverains Incas. Et encore aujourd'hui, ils sont reconnus dans toute la Bolivie et bien au-delà des frontières boliviennes comme des guérisseurs. Donc, ils ont une connaissance des plantes qui est absolument colossal. Là, sur les photos, on voit un monde plus andin, mais leur territoire, disons, de collecte des plantes s'étend jusqu'aux régions des Basses-Terres. Et voilà, et on va les consulter pour se faire soigner. Donc, c'est évidemment une autre conception de la médecine dans laquelle l'individu doit être en harmonie avec la nature, etc. Donc, parfois, et on peut ils préparent des tisanes, des pommades, des choses comme ça, mais les cérémonies, on va dire, un peu plus d'offrande à la mère terre, etc., font partie de la même conception du soin et de comment guérir les personnes. Donc, c'est dans ce monde-là qu'on va s'immerger, se promener avec les Kayawayas, avec Oscar qu'on voit sur la photo, participer de cérémonies, et voilà, faire une découverte d'un des peuples les plus intéressants du monde andin. Et voilà, et depuis donc cette région des Kayawayas, on va faire route vers un petit village, le village d'Aucapata, qui était autrefois très important pour un site archéologique.
mais qui aujourd'hui est méconnu du public, même des habitants en général. Quand on arrive à Okapata, c'est aujourd'hui un village minier qui extrait principalement de l'or. Et quand on veut demander un guide pour se rendre au site archéologique d'Inskawaya, tout simplement, on n'en trouve pas parce que les gens soit connaissent pas, soit sont pas intéressés pour nous y mener. Donc, c'est vraiment une épopée pour essayer de trouver ce site. Une fois qu'on arrive au site, il faut marcher et soi-même un peu réouvrir le sentier qu'on distingue à peine pour, après quelques heures de marche, arriver sur ce fameux site. Et là, la vue, elle est tout simplement incroyable. On est au bord d'un précipice avec des ruines qui sont immenses et très, très bien conservées. Et on entend au loin quelques détonations puisque il y a un site minier pas très, très loin du site archéologique en soi. Voilà, d'ailleurs, c'est les mêmes qui sont dans la rue, en fait, parce que c'est une région de chercheurs d'or, donc c'est des mines d'or qui sont dans cette région-là. Et c'est pour ça que ça a été également enfin, il y a une histoire coloniale intéressante. Et voilà, surtout le site archéologique est absolument fabuleux et absolument pas visité parce que aussi il est difficile d'accès. On finit le voyage par la ville de Sorata, qui est célèbre parce que c'est le point de départ de nombreux grands treks dans la cordillère. Mais dans notre cas, on va pas y aller pour refaire un trek, puisque notre voyage a déjà été suffisamment riche comme ça. Et donc, à Sorata, en fait, on y va pour terminer le voyage. Donc, il y a un climat agréable, c'est pas trop haut. La vue est magnifique, on est dans un hôtel tranquille avec une piscine, etc. Et donc, on finit le voyage sur une note un peu relax et festive. Voilà, on arrive au bout de la présentation de ce voyage. Ce slogan-là qui a émergé ces derniers temps dit « Le voyage ne vaut la peine que s'il est extraordinaire ». Euh, on, on espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait rêver, que ça vous fait vous poser des questions. Et moi, en tout cas, je suis très curieux d'avoir vos réactions par rapport à cette idée de circuit. Merci, merci déjà à tous de votre attention. Et puis, on est à votre disposition pour toute question ou commentaire. Merci à tous merci pour cette présentation. Donc n'hésitez pas du coup si vous avez des questions, parce qu'en plus on a largement le temps là d'y répondre. Donc vous pouvez soit utiliser votre micro, soit écrire par message. Moi je peux lire aussi, il n'y a pas de problème. En tout cas, peut-être est-ce que est-ce que toi, Clément, tu penses qu'il y aurait peut-être des aspects que vous avez peut-être pas couverts et des questions qui reviennent souvent et qui pourraient peut-être Ah bah du coup je vais plutôt passer à autre chose parce que je vois qu'on a déjà une question. Pouvez-vous en dire un peu plus sur l'ascension du volcan, la durée, le niveau de difficulté et l'équipement? Oui, alors l'ascension du volcan, pour le coup, on a choisi de le mettre dans ce circuit, mais c'est quelque chose qu'on fait assez habituellement, hein. Le volcan, le Tunupa, il fait 5430 mètres de haut. L'ascension, en fait, il n'y a pas d'équipement parce qu'on suit le sentier qui monte le long du volcan. On arrive en fait jusqu'au cratère, mais on ne fait pas le sommet vraiment qui est très technique. Donc, en fait, en vrai, c'est une balade qui prend peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Ouais, 3-4 heures. C'est vraiment une 3-4 heures. randonnée. Il y a vraiment rien de technique, hein. Il suffit juste d'avoir des bonnes chaussures de trek, éventuellement des bâtons de marche, mais même le dénivelé, il est pas tant que ça et c'est pas un sentier très raide. Ça se fait vraiment bien. C'est assez accessible. Il faut être en bonne condition, bien sûr, parce qu'il y a l'altitude, mais en soi, il s'agit d'une randonnée, quoi, à la demi-journée. Mhm.
Alors peut-être pour compléter, parce que j'imagine que dans cette question, il y a aussi l'idée de ce voyage, il est exigeant. Et les quelques personnes à qui on l'a déjà présenté nous ont dit ça, c'est clair. Ah ouais, il y a du vélo, des volcans, de la plongée, tout ça. C'est vrai, mais pour chacune des activités un peu physiques, en fait, enfin, il y a une alternative, quoi. C'est-à-dire que bah, si on veut pas plonger dans le lac Titicaca, c'est possible de pas le faire, c'est dommage, mais voilà. Les trajets en vélo, s'il y a des gens qui ont du mal ou même qui, peu importe, qui fatiguent ou qui se blessent ou quoi que ce soit, on a un véhicule qui va pouvoir amener les gens d'un point à l'autre. En fait, à chaque fois, l'idée, c'est vraiment, il y a certaines étapes, voilà, c'est un peu l'aventure vraiment, comme Iskanoaya, où on fait un trek dans des endroits perdus et tout. Mais on est quand même toujours bordé. Voilà, nous, on est quand même des professionnels du tourisme. On conçoit notre voyage, même si c'est très loin, de façon à ce que les gens qui ne pourraient pas faire certaines activités ne soient pas bloqués quand même. Et pour compléter sur cette question, du coup, Evelyne souhaitait demander, donc il n'y a pas de passage difficile pour les personnes qui, par exemple, ont le vertige? Les personnes qui ont le vertige, les personnes qui ont le vertige en marche à Escanoia, elles peuvent avoir un peu de mal quand même. Mm. Ouais. Oui, oui, clairement. Parce qu'on est, ouais, c'est un peu au bord d'un précipice, Ouais. mais sur le Tonoupa, c'est pareil, il y a plusieurs paliers, on va dire, enfin, il y a un premier point de vue, puis un deuxième point de vue, et c'est possible à tout moment juste de faire demi-tour, tout simplement. Il y a pas trop de soucis à ce niveau-là, au niveau de l'altitude. C'est pas pire que le Huayna Picchu, en tout cas. Ok. Je pense que ça répond en tout cas à la question Oh. d'Evelyne. Et du coup, bah, salut Nico, je vois que Nico a posé aussi une question. Euh, il demande quelle est la température de l'eau pour la plongée au Titicaca? C'est chaud? Non, la température, je crois que c'est 12 degrés. C'est entre 10 et 12, ouais, quelque chose comme Ouais, ça. 10 à 12 degrés. Les combis sont très, très épaisses. Alors, je suis pas spécialiste en combi, mais donc j'y suis allé, moi, avec Grover, on a fait le test. Moi, je suis pas du tout résistant à l'eau froide, vraiment pas. Et, euh, et je l'ai supporté. Voilà, quand je suis sorti, j'avais froid. On a passé 2 heures dans l'eau quand même. Euh, mais, mais voilà, si moi je l'ai supporté, je pense que la plupart des gens n'ont aucun problème en fait. Les combis, je sais pas, elles font 1 centimètre d'épaisseur, je crois, quelque chose comme ça. Puis elles sont complètes. Elles sont On a vu complètes, ouais, qu'il y avait ouais. des gants, un- comme une sorte de bonnet. Enfin, c'est complet, Ah quoi. oui, on est complètement des pieds à la tête, on est pris dans la combi. Donc, je crois que c'est les plus chaudes qu'il y a, en fait, hein. Grover, lui, disait qu'il avait chaud. Voilà. Et pour la plongée, on peut adapter en fonction du niveau des voyageurs? Ou Ouais, ça bah, ah reste? oui, oui. Là, pour le coup, c'est pas du tout sportif, hein, la plongée. On se balade le long de l'île de la Lune. La distance, je sais pas, ça va faire, c'est quelques centaines de mètres, je pense, en tout. On barbote vraiment en cherchant les grenouilles. Donc, la limite, on va dire, ça peut être le froid. C'est vraiment la seule chose, hein. Euh, Parce qu'après, c'est avec masque et tuba, hein, c'est pas avec bouteille Ah, aussi. d'accord. Donc, oui, il n'y a vraiment aucune exigence en termes de. Enfin, ouais, il n'y a pas besoin de savoir plonger avec des bouteilles. C'est vraiment juste masque et tuba. Et palme. Mhm. Ok. là, on a donc monté cette activité cette année et on a 2 groupes programmés plutôt bah, relativement bientôt. Donc, on va avoir aussi leurs impressions. On l'a pas inventé, hein, cette activité. Simplement, avant, c'était plus des scientifiques ou des gens qui s'intéressaient aux grenouilles qui le faisaient. Et voilà, on a connu ces gens-là et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de le proposer à notre public, quoi. D'accord. Donc vous êtes les seuls, enfin, possiblement les seuls à proposer ça, du coup. Ah oui, on est les seuls à Oui, oui, proposer ça. certain. C'est ça. Jusqu'à ce qu'on soit copié, hein. Ouais, mais au moins vous avez le titre, voilà, le titre du premier, on va dire.
Ouais. Non, mais Ok. c'est comme Iskanoia ou le Chiaparé, tout ça, en fait, enfin, là, pour pratiquement tout ce qu'il y a dans ce circuit est propre à ce circuit. On ne le trouve pas ailleurs. Alors, Iskanoia, si on le tape sur Google, il y a quelques agences qui vont dire Iskanoia, mais en vrai, personne n'y va depuis de nombreuses années, hein, parce que c'est un peu loin. Donc, à part de se donner les moyens et le temps d'y aller. En fait, ça fait rêver. Il y a quand même des gens qui y vont, qui se prennent le bus, là, je sais pas, 10 heures de bus, et pour le coup, un peu impressionnant, disons, pour arriver jusqu'à Okapata, et puis qui vont chercher tout seul le site et tout. Donc, c'est super, hein. C'est des super aventures. Mais en termes de voyage organisé, non, personne n'y va. Ok, ben je pense qu'on a fait le tour parce que j'ai plus d'autres questions. En tout cas, je sais pas si du coup bah, vous avez peut-être un mot de fin pour. Ah, ouais, merci. En tout cas, voilà, j'en reçois pas mal de merci. Ça, je pense que la présentation a beaucoup plu. Je sais pas si du coup vous avez un mot de fin pour nos participants. Et ben c'est non, c'est nous qui vous remercions. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ou si vous voulez qu'on vous prépare des circuits incluant l'une ou l'autre de ces activités, si vous avez d'autres idées, ou si vous n'osez pas nous dire non, mais vraiment ça va trop loin. Vraiment, je serais heureux d'avoir tous les retours possibles. Mais merci.